chose qu'on va imposer en fait à nos clients. Monsieur Castro, même question. Eh ben voilà un sujet sur lequel on est parfaitement d'accord. Nous avons, nous aussi, cette démarche qui est donc parfaitement pragmatique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le marché qui décide. Donc à partir du moment où on rencontre des clients, et d'ailleurs c'est effectivement nous tous autour de cette table, toujours les mêmes, clients j'entends, ils sont maîtres de leur stratégie, ils sont maîtres de leur choix. C'est à eux, en fonction de politique d'investissement, de politique technologique, de politique d'expansion de leurs entreprises ou de rapprochement avec d'autres groupes, que sais-je, eh bien de faire des choix qui à la fois peuvent être des choix commerciaux, peuvent être des choix open source et sont de plus en plus majoritairement des choix mixtes dans lesquels il faut prendre en compte l'hétérogénéité qui effectivement est là, bien là et pour un petit moment, je pense. Monsieur Jarillon. Je voudrais rajouter un mot là-dessus et justement je vais commencer par taper un peu sur Microsoft là. Parce que quand on achète des PC, bien souvent il y a déjà Microsoft dedans. Et comme il y a Microsoft, on est obligé de l'avoir, on demande à ne pas le payer, c'est très difficile, il faut souvent aller en justice. Alors dans ces conditions, les logiciels qui sont installés, les gens les utilisent, ils ne comprennent pas qu'on utilise autre chose et Microsoft fausse complètement le marché. Et donc ce n'est pas la demande des clients, c'est Microsoft qui impose la demande. C'est tout à fait différent. Bon, à part ça, on est tout à fait d'accord. Bon, alors là, on glisse gentiment, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vers un débat juridique. Donc, je vais vite m'arrêter. On n'impose rien du tout. On vend du Windows à des gens qui vendent des PC. On fait valoir des arguments qui nous semblaient trop bons. Manifestement, ils sont plutôt reçus. Quant au fait que ça accroît potentiellement la valeur du PC, il y a aujourd'hui des gens qui vendent des PC sans Windows. Notre boulot, c'est de les convaincre de le faire quand même, parce que nous sommes des vendeurs et que nous croyons énormément en nos technologies, en notre offre, mais on ne l'impose absolument pas. Ils ont le choix de ne pas le faire. Non, puis je pense que vous avez un grand risque, vous êtes au bord du désarroi, parce que maintenant, Google a inventé le plus que gratuit, et donc fournit à vos OEM favoris un OS en les payant, en les rémunérant même s'ils embarquent l'OS. Donc maintenant, vous êtes sur la défensive. Là. Donc je suis content que ce soit toi qui le dise et pas moi, que Google paye effectivement les autres pour mettre... Mais blague à part, là je ressors de ma blague. C'est intéressant quand même, enfin honnêtement, comme modèle, les choses évoluent. Alors le cloud, effectivement, je te rejoins sur la prudence à avoir sur le sujet. Néanmoins, on se rend bien tous compte que là, derrière notre ligne ADSL ou autre, il se passe des choses quand même assez intéressantes et il y a potentiellement des modularités sur les systèmes d'exploitation qui sont en train de poindre d'ici de là, et voilà, donc il y a des choses à faire. Maintenant, avant que ces systèmes-là vous permettent et de jouer, et de surfer, et de faire des documents, et de faire tourner des applications, et de virtualiser, et d'accepter d'autres OS, bon bref, il y a encore un petit peu de temps, mais pas de problème, hein, et ces gens-là savent faire aussi. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu, ce sera peut-être un petit peu polémique aussi, sur la notion de format. Il y a quelques temps, il y a eu une discussion sur la normalisation ou la standardisation de différents formats. Je voudrais que vous me disiez chacun, enfin ceux qui veulent, votre sentiment par rapport au processus général de normalisation qui a été utilisé à cette occasion-là. Jean-Pierre, as-tu un sentiment ? Je pense qu'on a déjà évoqué un peu le sujet. Si tu parles d'ISO là, oui. Tu parles des discussions. Par rapport à ce cas précis. OXML voilà. Versus ODF et tutti quanti. Il n'y avait pas versus ODF, il y avait OXML. Ouais, il y avait quand même des chapelles. C'est vrai. Il y avait quand même des chapelles. Je pense que ce qui a été remarqué par Alfonso Castro, c'est vrai, c'est les États qui ont voté. C'est les États qui décident. Ceci dit, quand les États... On a tous remarqué qu'on avait, par exemple, à la tête de l'État, des gens qui étaient des spécialistes de l'informatique. Donc ces gens-là, quand ils ont un problème d'informatique, ils s'adressent aux meilleurs du monde pour avoir le conseil. OK ? Donc, en gros, moi, je veux bien que les États aient leur mot à dire, et c'est bien, mais ils ont aussi de très bons conseillers. Alors maintenant, pour relativiser les choses, il y a quand même des États dont nous ne faisons pas partie, qui ont un point de vue très clair, type le Brésil, qui sont très clairement positionnés sur le sujet. La Chine, je crois que c'est un peu moins clair.
Il y a la Hollande, plus près de nous, est très claire. Mais je pense que là, on est bien quelque part dans le débat. C'est-à-dire que la norme, c'est comme une loi. Et c'est les États qui votent les lois, voire des organisations supranationales qui aident à donner des directives qui feront l'objet de lois. Et là, on revient sur des vieux concepts élaborés par exemple par Lessig, où le code, à partir du moment où vous avez beaucoup d'informatique dans vos systèmes d'information, le code joue le rôle de loi. C'est-à-dire il a un rôle régulateur. C'est vrai, puisqu'il fait la transaction du civil vers le privé, de l'État vers les autres États. Enfin, quelque part, le code en lui-même a un pouvoir intrusif. Et donc, moi, ma recommandation serait que les États s'équipent un peu mieux, soient un peu mieux équipés, peut-être tout simplement intellectuellement, pour prendre en compte ces données importantes qui, à partir du moment où on parle de société de l'information, société de la connaissance, l'avenir du numérique, etc., qu'on sache à peu près de quoi on parle et qu'on sache que dans ces environnements-là, le lobbying a un impact, les brevets ont un impact, tout ce qui est renforcement aujourd'hui de la propriété intellectuelle, la volonté de renforcer, a aussi un impact sur les normes et donc sur les façons dont on va utiliser l'informatique du futur. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir, et je pense que Microsoft est très représentatif de ça, c'est de dire nous on est très ouvert, on est interopérable, etc. Puis de l'autre côté, vous avez un service juridique, voire un groupe d'actionnaires qui dit nous on est tout à fait pas d'accord avec ça, il faut renforcer le contraire. Donc il y a un petit côté, il y a une tension entre les deux têtes là qui se fait bien souvent au détriment des utilisateurs, mais aussi, si on revient au sujet initial, au détriment des normes et standards. Donc oui, le logiciel libre permet de couper un peu à travers ça, mais c'est un équilibre fragile, je dirais. Monsieur Jarillon. Oui, alors je pense qu'il y a un fait qui apparaît au niveau des États comme au niveau des entreprises, c'est que la compétence n'est plus en haut, la compétence est souvent en bas maintenant. J'en veux pour deux exemples, que la formation n'est plus faite par la hiérarchie, ce qui se faisait il y a 50 ans, et que les nouveaux embauchés, ce sont les plus compétents qui sortent des écoles souvent. Donc, au niveau des États, ce sont des gens qui souvent sont des avocats, des littéraires, enfin des gens qui n'ont pas de culture scientifique. Ces gens-là ont beaucoup de mal à comprendre. Alors, que font-ils? Eh bien, ils font appel à ils donnent du crédit à des lobbyistes, à des gens qui viennent leur faire miroiter des choses, qui leur offrent des avantages, enfin, plus ou moins vrais. Donc, on a quelque chose qui n'est pas très sain là-dedans, parce qu'on a des décisions prises par des gens qui n'ont plus la compétence. Ils ont la compétence au niveau juridique, parce qu'ils sont compétents juridiquement, mais compétents techniquement, non. Et ça, c'est de plus en plus fréquent, aussi bien dans l'entreprise que dans les États. Monsieur Maudet, vous aviez un commentaire? Moi, j'ai pas de bonnes nouvelles en fait. Moi, je regarde ça avec beaucoup de... Je suis assez perplexe là en fait. C'est vrai que depuis... parce que moi j'ai été, comme certains d'entre vous, relecteur et peut-être acteur en fait du RGI, du référentiel général en fait d'interopérabilité, qui était censé, donc au niveau de l'État français, définir en fait un certain nombre de règles, de lois, comme tu le disais tout à l'heure, enfin en tout cas un certain nombre de bonnes pratiques en termes d'échange de données, alors vis-à-vis, alors bien sûr des administrations entre elles et puis des administrations vis-à-vis de ses citoyens. Et donc d'une façon générale, en fait, de notre gouvernement vis-à-vis de nous, quoi, tout simplement de nous. Et ça a été, tu soulignais tout à l'heure en fait, Jean-Pierre, le poids des lobbies. C'est vrai qu'on peut se poser quand même la question, je ne sais pas si vous avez suivi l'historique des versions en fait, du RGI, où au final en fait, d'un document qui a été construit par des gens qui ont pensé là. Clairement, il y a eu un vrai collège, ça a été relu par un certain nombre d'experts
Alors tu parlais tout à l'heure des formats de fichiers, donc des gens de l'AFNOR, enfin il y a eu vraiment une grosse mobilisation, les associations qui ont donné leur point de vue. Pour tout ça, au